depuis 2010 et avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de travail. D'abord, autour des enjeux. On ne va nulle part si on ne se fixe pas des enjeux. Les enjeux sont précisés dans la première ligne qui est là-haut. Donc on voit qu'il y a de la géotechnique, de la biomécanique, nanomécanique, des nanomatériaux, pardon, du transport, de l'environnement et surtout de l'énergie, notamment les matériaux pour l'énergie. Évidemment, on ne peut pas aborder ce genre de problème sans aborder plusieurs disciplines à la fois. Nos disciplines de base sont la mécanique, les matériaux, avec l'expérimentation et le numérique, donc le virtuel et le réel. Et évidemment, maintenant, et de plus en plus, des aspects plus physiques, plus chimiques, plus multidisciplinaires. Et évidemment aussi du calcul haute performance, parce qu'on a besoin aujourd'hui, vous allez voir dans mes conclusions, que je ferai référence à cette dimension-là, trouver les moyens de calculer pour d'abord caractériser proprement, pour modéliser proprement et pour tirer des choses sur les matériaux de leur naissance à leur mort. Tout ça, ça nous amène à du multi-quelque chose, multi-physique, multi-échelle, multi-X, et c'est ça qu'on appelle la complexité. La complexité, pour moi, les mots qu'il faudrait retenir, c'est quand vous avez un système mécanique, ou un système physique, ou autre, dans lesquels les échelles sont fortement liées. Les petites dialoguent avec les grandes, et les grandes avec les petites. C'est très démocratique, hein, les échelles. Voilà. Donc, oui, le panel d'activités que vous voyez un peu autour de ce que je viens de dire à l'instant, ça va un peu de l'impact chez nous dans le laboratoire, de l'impact des séismes sur des infrastructures, sur une ville entière, en regardant les effets de site. Donc ça, c'est la centaine de kilomètres. Et si vous remontez au coin à droite en haut, l'image qui est donnée là-bas, c'est une image de microscopie électronique à transmission, où on regarde les atomes. Et on regarde les atomes, on regarde les défauts au niveau des atomes avec la microscopie électronique. Et cette thématique-là, c'est la fragilisation des matériaux, des cuves de centrales nucléaires par les matériaux liquides. Voilà. Et on passe évidemment par les différentes échelles, vous allez en voir un petit peu dans mon exposé. Je vous rassure tout de suite, je ne ferai pas du multi-échelle allant du séisme et de la dimension de la centaine de kilomètres à l'Angstrom qui est là-bas. Mais ça va être dans certains îlots. Et surtout, ça va être un cadre pour aborder ce genre de problématique, en tout cas contribuer à le faire. Autre chose qui caractérise le laboratoire, c'est que, comme je viens de le dire, comme on s'adresse à beaucoup de choses et qu'on veut tirer à la fois de la compréhension pour la conception optimisée, eh bien, on fait de l'élaboration des matériaux, on fait de la caractérisation, et vous voyez le mot multi-échelle apparaître à plusieurs occasions, on fait de l'observation, on fait de la modélisation, bien sûr, de l'optimisation, et puis ensuite, on suit la survie du matériau, d'abord avec des méthodes numériques, donc à travers la simulation numérique qui reste multi-échelle. Et le dernier mot, c'est bien sûr la sécurité. Comment ça meurt, hein, ou alors comment se comporte un matériau quand on met dedans des déchets nucléaires, par exemple. Voilà. Donc un spectre très large, et ça va sans dire que le laboratoire de l'École centrale de Paris, qui est une école d'ingénieurs généralistes, eh bien, il a dans sa carte génétique des liens très forts avec l'industrie. On fait de la valorisation. Et c'est très important. Bon, pour focaliser maintenant un peu plus sur ce que je vais vous raconter, je vais me poser au moins deux questions. C'est à quoi sert ce que je vais vous raconter? J'ai commencé à le dire, c'est contribuer, sous l'angle numérique, ça a été dit par le président, je suis un numéricien, mécanicien numéricien, contribuer à justement tous ces chantiers-là, en présentant des modèles, des méthodes de modélisation numérique qui soient capables d'articuler des modèles différents entre eux et des échelles différentes entre elles. Alors pourquoi ça? Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, aller de l'atome à la centaine de kilomètres, c'est clairement inaccessible à n'importe quel ordinateur d'aujourd'hui et même de demain. Donc il faut absolument passer par des méthodes hybrides, il faut mélanger les modèles et trouver le moyen de les articuler. Voilà. Bon, quelques figures pour reprendre et focaliser là sur ce que je vais raconter. Je vais peut-être aller pour aller un peu plus vite. Je vais centrer un tout petit peu sur la mécanique de la rupture. Vous savez tous que la rupture, pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut regarder à l'échelle atomistique. Donc, à minima, il faut montrer une faisabilité d'articulation d'un modèle continuum avec un modèle atomistique et voir comment on peut mettre en place une simulation de telle chose.
On a aussi, comme je vous l'ai dit aussi, des matériaux, des biomatériaux, des polycristallins, des matériaux polycristallins. Et puis, je vous donnerai un petit aperçu à la fin de mon exposé sur la dernière image qui est en bas, à savoir les câbles. Et les câbles, c'est des structures extraordinairement intelligentes, c'est des structures d'ingénieurs extrêmement intelligentes. C'est elles qui permettent de monter très haut, c'est elles qui permettent de tracter des ascenseurs, etc., etc. Mais c'est des objets extraordinairement complexes. Et l'image du câble, on la voit sous l'angle métallique, hein, c'est des câbles électriques, etc. Mais ça intervient dans la biomécanique. Hein. Nos muscles, ça ressemble beaucoup aux câbles. Hein. C'est des structures enchevêtrées, donc des structures en interaction à différentes échelles. Et pour ces structures-là, pour voir l'enjeu qu'il y a derrière, typiquement, par exemple, pour les câbles qui sont utilisés pour le projet ITER, pour la fusion nucléaire, on a envie de comprendre l'impact de l'effort mécanique sur les câbles eux-mêmes. Est-ce que ça va s'endommager? Est-ce que ça va se rompre à des échelles de microfibres? Et les câbles sont constitués évidemment de microfibres, fibres entrelacées en macrofibres, lesquelles macrofibres sont entrelacées pour faire former des câbles. Et on veut regarder à l'échelle des microfibres parce que les ruptures et les endommagements au niveau de ces échelles très micro vont conditionner la conductivité électrique. Voilà. Donc vous voyez que la mécanique et l'électrique vont dialoguer évidemment dans cette problématique. Voilà. Bon, alors pour tout ça, les méthodes multi-échelles sont nécessaires et ça m'amène au plan de mon exposé. D'abord, je vais vous raconter quelques phrases ou quelques slides, ce qu'est la méthodologie qu'on développe au laboratoire depuis une petite quinzaine d'années, qu'on appelle la méthode ou le cadre de modélisation Harlequin. Ensuite, je vous montrerai quelques réalisations dans le cadre Harlequin, pour aller plus précisément sur quelques applications sur la mécanique du contact. Le couplage atomistique continue, et si j'ai un peu de temps, je regarderai aussi les câbles, au moins dans la section, avant de conclure. Bon, voilà, ça c'est le slide qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que le cadre Harlequin? Qu'est-ce que la méthodologie Harlequin? Ça fait 15 ans que ça a été élaboré. Si vous regardez l'image qui est en haut, c'est quoi? La patate rouge avec grosse maille, c'est le modèle macroscopique. On imagine qu'à ce modèle macroscopique, il est arrivé quelque chose sciemment ou volontairement, en termes de design ou en termes d'incident. Ça peut être aussi la volonté d'aller observer cette patate rouge décrite à l'échelle macroscopique à une échelle beaucoup plus fine. D'où le petit détail que vous voyez, le petit zigzag. Ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Ce petit détail, je ne vais pas enrichir mon modèle parce que je n'y arriverai pas. Ce qui est proposé, c'est ça la philosophie, c'est ça la vision globale d'abord de la méthodologie Harlequin. C'est de dire, je vais superposer les modèles. Je ne touche pas au modèle macro et je vais lui superposer un modèle micro qui va l'éclairer dans les détails que j'ai envie d'éclairer. Ça, c'est la première chose. Quand vous avez dit ça et que vous avez décidé de travailler avec cette idée-là, ça vous donne des conséquences techniques et ce sont les deux autres piliers qui apparaissent en dessous du premier point. Les deux autres piliers, c'est évidemment, il faut partitionner les énergies parce que vous avez superposé les modèles entre eux pour ne pas réduire davantage le modèle. Et puis le dernier point, et le plus intéressant probablement sous l'angle pratique, et qui nous fait travailler quand on passe d'une application à une autre, c'est comment coupler des mondes qui ont des représentations différentes. C'est ça les couplages dans le cadre. Voilà. Un exemple très très simple pour clarifier les choses, vous prenez le problème de la mécanique des milieux continus, élasticité linéaire, tel qu'il est formulé en haut. Ça c'est la formulation classique. Et c'est une formulation en plus primale, il n'y a que le champ de déplacement qui est inconnu. Eh bien, sa formulation dans le cadre Harlequin, c'est ce qui est écrit en bas, et ça donne trois choses. La première chose, c'est là, ici c'est l'équilibre du modèle macro, ici c'est l'équilibre du modèle micro, et là c'est le couplage entre les deux. Et vous voyez apparaître un ensemble d'ingrédients. Maintenant, le domaine, c'est la réunion de deux choses. C'est ce que vous avez vu dans la patate rouge et la patate verte. Voilà. Et avec quelque chose qui s'interprète comme un effort qui va assurer le dialogue entre ces mondes qui sont ici. Quand vous avez écrit la problématique en ce sens-là, vous avez deux domaines différents, ça vous donne tout de suite le potentiel qu'il y a derrière. On peut utiliser n'importe, a priori, n'importe quelle représentation mécanique de l'un et de l'autre modèle. Le tout est de savoir les coupler à la fin. Et on peut aussi articuler des représentations, des approximations numériques très différentes, des schémas numériques type différence finie, volume fini, élément fini, etc., de la dynamique, etc. Voilà. On a le potentiel pour travailler. Et c'est ça qui va faire que cette méthodologie va se déployer et va être utilisée non seulement dans notre laboratoire, mais à l'échelle nationale française, mais au-delà aussi à l'échelle mondiale. Voilà.
Alors, quelques éléments, il y a quand même quelques difficultés derrière ça, quelques paramètres de cette approche-là. Vous avez commencé probablement à comprendre de quoi il s'agit. Il faut définir la zone de superposition des modèles. Il faut définir la zone où on couple les modèles, on assure le dialogue. Il faut définir les opérateurs de couplage eux-mêmes. Il faut définir la partition. Et enfin, il faut définir l'espace des forces qui vont assurer le couplage qu'on appelle l'espace médiateur. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Vous avez beaucoup de références ici. Celles qui sont écrites en gras ce sont celles que je considère comme les plus importantes, et notamment la première d'entre elles. Un petit élément quand même sur ces histoires de couplage et de domaine de couplage. Voici mes patates. C'est quoi la zone de couplage? Il faut que ça satisfasse. Vous comprenez un peu ce que sont les difficultés. Eh bien, cette zone de superposition, elle est divisée en deux choses. Il y a la zone de couplage SC qui est bleue ici, la zone verte, c'est la zone libre, c'est-à-dire que les modèles sont superposés et ne dialoguent pas entre eux. C'est évidemment dans la zone libre que je vais mettre le détail ou le zoom que je vais éclairer, parce que lui, il ne faut pas qu'il soit bloqué par la représentation macroscopique dans la zone de couplage, dans le dialogue du modèle fin avec le modèle posé. La zone, évidemment, d'intérêt doit être contenue dans la zone libre, et vous devez assurer, évidemment, que la frontière de la zone de superposition soit entièrement contenue dans la zone de couplage. Pourquoi? C'est comme ça que vous allez passer le flux d'informations qui vient de l'extérieur. Vous devez également assurer que la zone libre contient la zone d'intérêt. La dernière chose, c'est qu'il faut que les deux modèles, là où vous les couplez, soient convergents. Qu'est-ce que de la convergence? Il faut quand même que j'ai une représentation du monde physique fin par la représentation macroscopique. Typiquement, il faut qu'au moins j'ai une homogénéisation du modèle fin physique, discret éventuellement, par un modèle macroscopique homogénéisé, représentant la réalité de ce qui se passe à cet endroit-là. Et si on n'y arrive pas, parce que ça dit, mais où est-ce que je vais localiser cette zone-là? Eh bien, on procède par ce qu'on appelle l'adaptativité en modèle. Je vous montrerai un petit exemple où on a fait de l'adaptativité en modèle. Bon, sur les opérateurs de couplage, juste savoir on peut coupler à la superficie de la zone de couplage. C'est ce cas qui est classique, mais le cadre, à cause de l'histoire de la superposition, nous offre la possibilité de faire dialoguer à l'intérieur des domaines eux-mêmes, et donc à faire de la moyennation en termes matière. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que ce qui se fait de manière classique. Voilà. Et le meilleur opérateur qu'on a pu créer, c'est les opérateurs type énergie pour des raisons pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, évidemment, je répondrai à ça. Enfin, pour dire que l'espace médiateur des forces, il faut faire attention parce que ça peut amener à des catastrophes si on ne comprend pas quel monde on est en train de coupler avec quel monde. Quelques illustrations maintenant. Voilà une image emblématique de cette méthodologie. De quoi s'agit-il? Une simple petite éprouvette bidimensionnelle dans laquelle vous voyez un maillage noir. Celui-là, je ne veux pas y toucher, c'est le modèle macro. Mais je veux tenir compte de l'existence de deux petites fissures ici. Le mécanicien, c'est son grade, la fissure. Il faut qu'il regarde les fissures, c'est très important. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on superpose un modèle élément fini fin ici, un modèle élément fini fin là, pour analyser ce qui se passe en fond de fissure. Et typiquement, trouver le facteur d'intensité de contrainte, par exemple, pour décider si cette fissure va se propager ou pas, et dans quelle direction éventuellement. Donc pour ça, il faut en général des modèles fins. Si on est à l'élasticité linéaire, on a des choses quasi analytiques, on peut faire ça de manière analytique, d'où les méthodes X-famille. C'est pas ça. Nous, on se place dans le cadre le plus général qui soit. On n'est pas dans l'élasticité, on n'a pas une connaissance des modes analytiques en fond de fissure, et on veut quand même apporter une information pertinente. À ce moment-là, la nécessité est de passer par le numérique. On veut maintenant propager cette chose-là. Eh bien voilà, on va la propager. Voilà comment ça se passe. Eh bien, les fissures vont se propager dans le modèle macro, et vous voyez ce qui se passe. On est focalisé sur les points chauds du problème. Les patchs vont rester sur les points chauds, donc c'est-à-dire les fonds de fissure, et quand ils vont se rapprocher, là, les deux criticités vont se voir, et on regroupe ça en un seul patch avant de les séparer. Tout ça pourquoi? Dans aussi la recherche d'optimalité en termes de coûts de calcul qui sont derrière. Voilà. Vous voyez donc la flexibilité un petit peu de cette approche-là. Voilà, on sait faire dans le tridimensionnel, ça a été fait pour Michelin. On peut mettre un patch fissuré, vous imaginez, vous avez un coup de trottoir qui a endommagé votre structure pneumatique et vous voulez savoir quelle est la criticité de cette rupture-là, cette petite fissure. Et bien, il suffit de superposer un patch
vous fabriquez à cet endroit-là, et vous le superposez à un modèle numérique existant du pneu complet. On sait faire aussi de l'évolution du dommage se transformant en fissuration. Bon, je vais passer pour vous montrer une autre image qui est la fatigue de deux matériaux, donc un bimatériau, de l'acier et de la gomme. Évidemment, on connaît pour ce genre de problème, en tant que mécanicien, que les points rouges sont les points chauds de cette structure-là. C'est là qu'il y a des singularités. C'est là qu'on va mettre deux patchs et on va essayer de voir comment se comporte cette structure, comment elle est sollicitée en fatigue. Cette fois-ci, c'est de l'endommagement continu. Tout à l'heure, c'est de la fatigue. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passait tout à l'heure, sauf que maintenant, on a mis de l'endommagement et ensuite, le front d'endommagement, on fait transformer l'endommagement quand il devient critique en une fissuration et on continue comme ça à suivre par juste des patchs qui là encore sont accrochés aux zones chaudes et en créant de la fissuration. Au passage, avant de donner une transition sur ma partie contact, on traite, comme vous le voyez, le contact. Quand les deux lèvres de fissure qui a été créées viennent dialoguer entre elles, eh bien, il y a du contact unilatéral évidemment et du frottement. On le traite aussi dans cette chose-là et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interpénétration. Voilà. Donc, juste une planche sur le contact. Comment peut-on traiter les interfaces de contact? Alors, pourquoi on peut s'intéresser au contact? Pour moult raisons. Déjà macroscopique, ça existe partout le contact. Mais on veut maintenant regarder les zones de contact avec une analyse très fine. Et vous savez que la tribologie demande des analyses très fines, très physiques. Revenons au cadre général. Comment je vais faire ça? Je considère deux solides. J'ai ma zone de potentiel de contact. Je superpose à chacun des solides un patch. Et je vais faire dialoguer en interface de contact les deux patchs entre eux seulement. D'accord? Donc je peux mettre la finesse que je veux localement et analyser avec la physique que je veux aussi localement, en gardant pour les modèles macroscopiques une représentation macroscopique fruste. Et au passage, regardez un petit peu ce qui est écrit là. Ben, comment on traite le contact? Juste une idée. On transforme les inégalités en égalités, moyennant l'introduction de champs qu'on a appelés les champs de Sinney. Que ce soit en contact ou en frottement, c'est comme ça qu'on travaille. Et ça nous donne des possibilités qui nous permettent d'unifier les formulations de contact. Et ça nous donne vraiment beaucoup d'intérêt pratique pour aborder tous les problèmes de contact. Voilà. Bon, là c'est juste un petit exemple aussi d'impact d'une balle. Vous voyez, il y a deux modèles superposés, je suis en dynamique cette fois-ci. Ce qui m'intéresse, c'est le modèle fin. Le modèle grossier peut vivre sa vie, il est pondéré par une énergie quasiment nulle. Je ne le regarde pas. Ce qui m'importe, c'est ce que va m'apporter l'éclairage local. Et vous voyez qu'on arrive à capter, quand on compare à une solution modèle, on trouve exactement la même chose. Cet exemple est appelé le benchmark de Taylor parce qu'il est très facile, il est utile expérimentalement, on sait mesurer l'empattement et regarder si on est très précis, voir les zones plastiques, etc. L'avant-dernière partie, je ne sais pas combien il me reste comme temps, je sais que j'ai préparé beaucoup de slides et je n'ai pas eu le temps. Monsieur le Président, il me reste une minute. Pardon, c'est bon? Oh, super. Bon, donc je vais passer maintenant à un autre aspect. Je vous ai dit que la fissuration, quand on veut vraiment l'analyser de manière très fine, il faut la regarder à l'échelle atomistique. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là? Jusqu'à présent, en fait, on a couplé continuum avec continuum. D'accord? Imaginons que je m'intéresse au monde des atomes, ben je vais voir un monde discret, avec des interactions, bien entendu. D'accord? Et puis, vous voyez qu'il y a un petit défaut par ici. La première des choses à faire, c'est d'accommoder la représentation en termes de champ. Je passe d'un champ continu dans le continuum et j'ai du discret. Donc il faut, par des opérateurs d'accommodation, transformer le champ discret atomistique en un champ continu. Ça, c'est le premier ingrédient supplémentaire qu'il faut rajouter. Il y a plusieurs façons de le faire. L'interpolation est la plus simple. Et la plus physique, c'est probablement l'homogénéisation. C'est ce qu'on appelle le coarse graining en anglais. On a testé un peu tout ça. Un autre ingrédient qu'il faut bouger, vous avez la partition d'unité, la partition des énergies. La partition des énergies, pareil. Si on veut passer en discret, il faut travailler dessus. Et comment on a travaillé dessus? En créant des champs, en attribuant aux liaisons atomistiques un peu une zone d'influence. Et c'est comme ça qu'on a défini des pondérations atomistiques à partir d'une pondération continue qui est là. Voilà. Quand on a fait ces deux choses-là, quand on regarde un petit peu dans les détails, finalement, on est revenu dans des choses qu'on savait faire, et on peut formuler de nouveau notre problème comme tout à l'heure, et pouvoir calculer des choses de cette nature-là. C'est quoi cette chose-là?
Ben là, c'est un milieu purement atomistique dans la première éprouvette, avec des potentiels de Lennard-Jones. Et puis là, c'est un modèle Harlequin, justement. Et qu'est-ce qui nous intéressait? C'est ce qui intéresse souvent les ingénieurs, parce que les ingénieurs ne s'intéressent pas nécessairement à tout ce qui se passe dans une structure. Ils ont ce qu'on appelle les quantités d'intérêt. Je veux capter la solution à tel endroit, de manière très précise, en termes de déplacement, de vitesse ou de contrainte. Et bien là, c'est ce qu'on a fait. On s'est placé au niveau de la fissure ici, pour contrôler de manière très précise l'ouverture à cet endroit-là, parce qu'on sait qu'elle est importante pour la fissuration. Et on est parti avec un modèle atomistique couplé avec un modèle continuum là, dans ce cadre Harlequin. Et puis on a continué à itérer jusqu'à trouver la bonne forme du patch. Donc le patch et lui-même est une inconnue qu'on a trouvée numériquement et qui va assurer qu'on a atteint la précision qu'on voulait atteindre pour cette ouverture de la fissure au point considéré. Et vous voyez la solution qu'on obtient là, elle ressemble quand même pas mal, en dépensant évidemment 100 fois moins de temps calculé. Dernière illustration, c'est les câbles. Alors, la question qu'on s'était posée, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon exposé « Pousser jusqu'à la limite aux frontières du granulaire dense », là, c'est là-dedans que je vais retoucher cette frontière-là. Donc les câbles, je les ai décrits tout à l'heure. Il y a pas mal de travaux qui sont faits dans ce sens-là, notamment par Damien Dubuis, qui travaille dans mon laboratoire d'ailleurs, qui était d'ailleurs mon premier doctorant. Et puis Bernard Scheffler, mais il y en a d'autres. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par cette méthodologie pour les câbles. Et je vais simplement me concentrer sur l'aspect section de câbles. C'est déjà compliqué. Si je devais me poser la question, est-ce que Harlequin peut répondre, ce cadre-là peut répondre, la réponse va être quasiment non. Pourquoi? Parce que je n'ai quasiment pas de représentation macroscopique. Comment faire que le granulaire soit représentable par un modèle macroscopique? On va se débrouiller de n'importe quelle façon. Si on commence maintenant, hein, donc a priori c'est non si c'est dans le cadre général, si on commence à dire c'est des câbles, et que les câbles ils sont fabriqués d'une certaine manière, qu'on crée de la cohésion en matière entre les microfibres pour d'abord concevoir les macrofibres, et que le câble est lui-même est généré par une cohésion supplémentaire faisant qu'on torsade les macrofibres entre elles, ben, j'ai de la cohésion en matière cette fois-ci, et ce n'est pas n'importe quel milieu granulaire. Et c'est de ça que je vais tirer quelque chose pour aller pousser cette méthodologie, ce cadre, pour adresser cette problématique-là. Et le schéma, c'est ce qui est représenté ici, mais que je vais décrire maintenant un petit peu dans les détails. Comment je vais regarder les macrofibres? C'est très simple, je vais les regarder comme un ensemble de microfibres, ici, les microfibres vertes, et il y a aussi, je suppose, qu'il y a un modèle macrofibre, mais c'est un ersatz. Je viens de dire que ce n'est pas possible de définir quelque chose. C'est un ersatz dans le sens où de cette chose-là, je ne vais garder dans le cadre Harlequin que je viens de décrire que l'enveloppe géométrique qui est représentée ici. Donc je ne garderai. Et comment je peux faire ça? J'ai les paramètres qu'il faut. En termes de pondération d'énergie, je mets toute l'énergie sur les microfibres, en termes toutes. Donc il n'y a pas de pondération d'énergie sur le modèle macro parce qu'il ne vaut rien nulle part, ou il ne vaut rien nulle part plutôt. Je n'en garde que son enveloppe géométrique. Et c'est cette enveloppe géométrique qui va dialoguer avec les fibres périphériques pour créer un lien. Une fois que j'ai dit ça, je sais faire maintenant. Il suffit d'accommoder la dimension discrète de mes microfibres pour les caler sur ma représentation géométrique continue de mon enveloppe géométrique par un opérateur d'accommodation, comme pour les atomes. Et là, je peux écrire mon modèle Harlequin. J'ai maintenant mon modèle Harlequin. Qu'est-ce que je vais... Si je m'arrête là, je n'ai rien gagné. Au contraire, j'ai perdu. Parce que je n'ai fait que rajouter des degrés de liberté supplémentaires, parce qu'il va falloir que je calcule aussi mon enveloppe géométrique. Là où je vais gagner, c'est quand je vais commencer à dire, oui, mais maintenant, dans le câble, le dialogue va se passer entre les enveloppes géométriques, qui, elles, peuvent être représentées par des éléments finis macroscopiques, donc avec une discrétisation très grossière. C'est-à-dire les interactions entre les tribus là, formées par les microfibres, ça se passe par des frontières macroscopiques qui sont, elles, accrochées aux représentations microscopiques dans le cadre que j'ai défini. Voilà. Alors, voilà, donc juste pour vous montrer un tout petit exemple, parce que c'est un travail qui a démarré, entre parenthèses, par un stage que j'ai proposé l'année dernière à une élève de l'ENIT. Voilà.
dans le cadre de son projet de fin d'études. Et ça continue aujourd'hui. Bon, voilà, donc revenons à ça. On a avancé depuis. Donc de quoi s'agit-il? On a 2 macrofibres avec 64 microfibres pour chacune des macrofibres et on applique un effort par ici. Ce qui est représenté là, c'est l'approximation monomodèle où il n'y a pas cette affaire d'arlequin. Toutes les microfibres vont interagir entre elles. Et là, c'est la représentation en termes de cette agglomération en tribu avec des interactions au niveau des interfaces. D'accord. Alors, je vais avancer. Vous voyez, je le fais à la main, c'est pas une animation. Regardez les 2 figures, ça se passe pas si mal que ça. Ce sont des images qui sont ressemblantes. Et la dernière image qui est là, c'est quand la première macrofibre chargée a commencé à toucher, et c'est à la fin du parcours qu'on représente les forces de contact qui sont dans les microfibres, entre microfibres. Et vous voyez tout de suite que cette image de force n'est pas représentable par un modèle macroscopique homogénéisé. Et vous voyez que les images sont quand même proches. C'est vraiment, font beaucoup d'espoir sur ce qui est là. Juste la même chose, mais comme un petit film cette fois-ci. Je passe. Voilà. On la rejoue, ça va très très vite. Vous voyez, au début, il n'y a pas de contact, puis après, à un moment, le contact s'établit, on voit des forces de contact interagir, et l'interaction se fait par les macrophiles. Voilà. J'arrive à mes conclusions. Bon, on a quelques résultats, même ça fait 15 ans qu'on travaille dessus, c'est satisfaisant. Nous avons des choses aussi prometteuses pour aborder des choses un peu plus compliquées. Nous avons à continuer, notamment dans les régimes dynamiques. Pour ce qui concerne les frottements, les instabilités au niveau fissuration, il y avait une image que je n'ai pas commentée, mais la fissuration en dynamique, il n'y a pas qu'une seule fissure, il peut y avoir des branchages de fissuration, donc il faut être capable de capter tout ça. Nous avons aussi à réduire les modèles, donc il y a pas mal de choses qui se font en réduction du modèle, en considérant les dimensions stochastiques. C'est un projet ANR qu'on a proposé, parce que là, on est en train de faire du couplage entre l'équipe numérique à laquelle j'appartiens dans mon laboratoire avec l'équipe matériaux pour proposer des projets communs à l'ANR. Voilà, on vient de franchir le premier pas et j'espère que ça va continuer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation. On va passer à la période des questions. Si vous avez quelques questions, quelques remarques, suggestions. J'aurais 2 questions. On a le sentiment qu'avec cet avocat, on va pouvoir peut-être faire ce qu'on veut. Donc peut-être que si tu nous donnais peut-être une limitation éventuelle, ça nous aidera à la cerner. 2, quand on fait des couplages, il y a probablement un problème d'identification de paramètres de couplage. On n'a pas entendu le mot identification de quelque chose ou, par rapport aux essais ou par rapport à... Donc ça pourrait nous éclairer. Par rapport à la première question, d'abord merci pour ces questions. Par rapport à la première question, je crois que la réponse est dans le titre. Si je parle de limite, c'est que je sens qu'il y a une limite, évidemment. Et qu'il a fallu profiter de la structuration, de la structuration particulière des câbles pour tirer quelque chose qui fasse sens. Si je passe au granulaire, parfait, ça peut passer de l'état solide à l'état liquide, à l'état gazeux. Là, il va falloir s'écarter un petit peu de ce genre de choses. S'écarter, mais je ne suis pas en train de dire qu'on peut tout faire, mais il faut... Vous savez, tu sais que la connaissance n'est pas établie, heureusement. Donc, on ne fait que c'est de faire de notre mieux à un instant donné. Voilà. Pourquoi je dis ça, même par rapport au granulaire? Parce que tu le sais peut-être que dans les granulaires aussi, il y a une représentation maintenant très intéressante en termes de mécanique des fluides, donc c'est du Navier-Stokes quand on regarde ça. Sauf dans certaines régions, si on se limite à ces régions-là, qu'on couplerait, qu'on arriverait à coupler à un écoulement de Navier-Stokes, on pourrait faire des choses dans ce cas-là. Non, ça ne peut pas tout faire, voilà, mais on pousse jusqu'à la limite. Pour ce qui est des questions de paramètres, je crois que ça demanderait une réponse un peu longue, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références, mais vraiment on sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire, pour savoir faire, il faut être sachant aussi. Ça invite... il n'y a pas qu'à, c'est pas quelqu'un qui va entendre pour la première fois cette chose-là qui va pouvoir l'appliquer à sa problématique en disant chouette, j'ai la. Non, il faut comprendre sa problématique, ça on parle. Et quels sont les objectifs qu'on va atteindre. Mais on reparlera de ça, je demanderai. Merci. Une autre question? Oui.
quelle est la différence? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui est fait par rapport aux méthodes mâche-free et mâche-laisse? Fonction d'enrichissement, c'est la même chose ou non? Mâche-free, mâche-laisse, donc c'est les méthodes sans maillage. Oui, avec les fonctions d'affluent, d'enrichissement, c'est le même mot que vous avez utilisé, donc c'est la même chose, non? Non, justement, les mâche-free, mâche-laisse ont été, c'est des méthodes où on veut se passer de la délicatesse de création de maillage, c'est un peu barbative, etc. qu'on a fait ces méthodes-là. Puis par la suite, on s'est dit, avec les mâche-free, peut-être que je vais capter des choses comme ça, d'accord? C'est des méthodes qui, par la suite, se sentent enrichies par ce qu'on appelle des représentations modales enrichies en fond de fissure, mais il faut connaître ces modes-là. C'est la condition pour dire délimitation. Si vous avez la connaissance des modes en fond de fissure, et typiquement quand vous attendez l'élasticité linéarisée, notamment en bidimensionnel, en tridimensionnel, ça commence à devenir un peu plus compliqué, et si vous tenez compte de la plasticité, etc., là, c'est pas possible, il faut passer au numérique. Si vous avez une représentation analytique, vous enrichissez votre espace élément fini mâche-free par des modes, et vous pouvez faire ce calcul-là. Mais ça n'a rien de compétitif par rapport à ça. Non. Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres c'est-à-dire ce matériau, parce que la fissure se propage avec une parce que normalement elle se propage, mais après elle bifurque normalement, il y a une bifurcation. Alors vous avez représenté quel matériau déjà d'abord que vous avez employé? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres matériaux qu'on peut envisager? L'image qui est là, ça a été fait dans le cadre d'une convention CIFRE avec Michelin, qui nous a demandé de montrer la faisabilité de ce cadre-là pour leur produit. Pardon? Oui. Celle-là, ce qui est montré ici, c'est de l'élasticité linéaire. Et quand j'ai montré celle-là, derrière, quand j'ai montré celle-là, là c'est de l'hyperélasticité, c'était le vrai pneumatique, et ça a été calculé chez Michelin. Le cadre a été implémenté dans le code Michelin, et ça a été calculé chez eux. Ça. D'accord? Ça c'est non linéaire, évidemment, c'est hyperélastique. D'accord? Oui. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit au début, c'est un peu ce que j'ai mis comme image ici. C'est ça. C'est ça. Ce que j'ai montré, c'est, tel que le disait le titre, c'est-à-dire que c'est de la propagation quasi statique. C'est pas dynamique. Il n'y a pas d'effet d'inertie. On va regarder ces problèmes-là, et on est en train de les regarder. Il y a une thèse, d'ailleurs, encore une fois, par quelqu'un qui vient de l'ENIT, qui a commencé par un stage et qui est en train de faire une thèse chez nous. C'est pour regarder des problèmes de cette nature-là en dynamique. C'est pour ça que j'ai conclu par les instabilités en termes de fissuration. C'est en pensant à votre question. D'accord? Modèle micro sur le modèle macro. Est-ce que vous avez gardé les frontières du modèle macro et c'est proposé à l'intérieur de chaque maillon ou bien c'est aux alentours de toute la partie affectée par la fissure? Tout à l'heure, superposé à l'intérieur du système de maillage, d'une maille du modèle macro et à l'intérieur de cette maille, vous avez superposé votre modèle micro ou c'est aux alentours de la fissure? C'est vraiment totalement indépendant. Ça fait merci de poser peut-être cette question, si je la comprends maintenant mieux. C'est la notion d'incompatibilité des modèles. Sans incompatibilité de modèle, je n'aurais pas pu faire la propagation. Même si on avait commencé par quelque chose qui était compatible avec les maillages macro, avec la propagation, on va passer par des états qui ne sont pas compatibles. Donc non, on traite les situations incompatibles. Puis peut-être un complément par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, quand je vous ai montré l'impact de la balle, c'était de l'élasticité en grande déformation. Pour dire qu'on sait utiliser autre chose que l'élasticité. Donc c'est la dernière question.
l'adaptation des deux domaines, parce que tout ce qui est métro, normalement, les résultats nécessaires pour le faire, macro aussi, mais surtout la façon d'adaptation. Et je pense que c'est le point fort de ce que vous êtes en train de faire. Et ma question, c'est quelles sont les complexités qu'on peut les voir et la largeur, par exemple, du domaine et tout cela, comment on peut le faire. Parce que, comme vous l'avez présenté, si on a un matériau, donc, disons, homogène, c'est pas la même chose pour les câbles. Donc, et quel est l'impact sur tout ce qui est calcul et quelles sont les difficultés essentielles de modélisation. Merci. Peut-être que je vais la reposer autrement. Ce que vous voulez dire, finalement, bon, en gros, l'utilisation primaire de cette approche-là, c'est de dire je suis bon ingénieur et je sais où se trouvent les zones critiques. Et je mets mon patch dans ma zone critique. Est-ce que je suis en train de répondre d'abord à la question? Oui, on doit oui. L'essentiel, ce que je veux voir, quelles sont les complexités au bord, donc au niveau des zones, comment vous avez la tête? Couplage. Des zones d'interaction, là. Le couplage. Le domaine du blanc qui est du rouge et celui du bleu. Oui. Quelles sont les complexités? Quel est l'effet de cette complexité et sur la largeur de cette zone de couplage sur le temps de calcul? S'il s'agit de la zone de couplage, je vais peut-être répondre à côté de votre question, parce que je ne saisis toujours pas, mais on en reparlera tout à l'heure. S'il s'agit de où est-ce qu'on fait, dans quelle zone on fait le couplage entre les deux modèles superposés, c'est une question qui est vraiment importante, que j'ai abordée à plusieurs endroits. Le premier, ça a été quand j'ai dit qu'on commence par dire je sais à peu près c'est cette zone-là, mais je dois contrôler la qualité de ce que je fais. Et si donc la zone telle que je l'ai devinée au départ n'est pas la bonne, on a mis des méthodes numériques pour aller chercher la bonne zone. En contrôlant quoi? Justement la qualité de la solution finale par rapport à une quantité d'intérêt. Je cherche une convergence. Et c'est pour ça que j'ai dit la zone de collage, si on oublie tout ça, ça doit être une zone de convergence de modèles. C'est dans ce sens-là que ça doit être une zone de convergence. Puisqu'on est en retard. Donc c'est la dernière. En particulier des aciers inox par les métaux lourds tels que le plomb ou le plomb. Comment vous pouvez tenir compte de l'effet de fragilisation du métal liquide fragilisant dans votre modèle? Est-ce que c'est par diminution de l'énergie de surface ou par diminution d'énergie de nucléation de dislocation ou autre? Comment vous faites ça? Je vais mettre un joker parce que j'ai présenté des activités du laboratoire en tant que directeur du laboratoire pour voir le spectre de ce qui est abordé. Il va falloir inviter Thierry Auger chez nous qui s'occupe de ces choses-là. Je ne suis pas physicien. Je vais montrer un peu le spectre du fait qu'on s'intéresse aux aspects. Je vais répondre exactement à votre question physique et voir qu'est-ce que l'on peut faire. Et c'est là qu'il y a des choses intéressantes à faire. Vraiment, je crois qu'il faut retenir de ça. J'ai écrit quelque chose à la fin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça me fait penser à notre cher disparu. C'est pour ça que j'ai parlé. Quand j'ai conclu, voilà, cette phrase-là, je pense qu'elle est intéressante. Ok.